Bonjour à toutes et à tous, je suis Mohamed Qaddous, votre professeur de module de théorie d'organisation. Donc, on va commencer ce cours. Bien sûr, ce module a un certain nombre d'objectifs et il y a une méthode qu'on va suivre pour vous donner les grandes approches, vous rapprocher des grandes théories en matière d'organisation. D'abord, les objectifs de cours. C'est connaître les approches de l'organisation. Notamment, vous connaissez qu'il y a des écoles de pensée en management. Maintenant, on va essayer de connaître les approches de l'organisation. On peut dire même les écoles de pensée en organisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de développer la compétence, modestement, la compétence d'organisation d'entreprise. Ça veut dire comment profiter de toutes ces approches, ces théories, pour développer une compétence, un savoir-faire en matière d'organisation. Le plan de cours est le suivant. Voilà. Les 4 premiers chapitres sont des chapitres très importants, même le dernier chapitre. Sauf que le dernier chapitre, on va le traiter en fonction de temps qui nous reste vers la fin, qui nous restera vers la fin. Tout d'abord, le premier chapitre, il porte sur l'approche classique de l'organisation, l'approche, disons, précurseur. Par la suite, c'est l'approche des relations humaines, puis l'approche empirique, et finalement l'approche systémique de l'organisation. Comme introduction à ce cours, on va revenir à certaines notions de base que vous avez déjà peut-être appris pendant votre cursus universitaire, que ce soit dans les modules de management ou parfois même d'économie ou de marketing, etc. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que la théorie d'organisation est une matière ou un module interdisciplinaire. Il y a un peu de sociologie, un peu d'économie, même un peu de psychologie, il y a même les sciences de l'ingénieur, et tout ça, on aura l'occasion de le traiter. Donc, on va vous rappeler un certain nombre de notions, comme je viens de vous dire, que vous avez déjà étudié peut-être pendant votre cursus, mais un certain nombre de rappels s'imposent. Commençons d'abord par la notion d'organisation. D'ailleurs, vous voyez le mot organisation et le module s'intitule théorie des organisations, théorie de l'organisation. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'organisation ou ce mot organisation? D'abord, je vous rappelle qu'il y a 3 sens possibles pour le mot organisation. D'abord, il y a le sens de groupement humain. Ça veut dire l'organisation, c'est une entité créée pour réaliser un certain nombre d'objectifs ou de buts, pour réaliser une finalité. Donc, l'organisation est créée. C'est quelque chose qu'on a créé, qu'on veut créer. Et c'est pourquoi c'est une entité créée, c'est le fruit d'une création humaine. Des personnes qui se réunissent et décident de créer une organisation comme une entreprise, comme une association, etc. etc. Donc c'est un construit qui a été créé, ou autrement dit tout simplement un groupement humain, des personnes qui se réunissent ou qu'on a réunis pour réaliser un certain nombre d'objectifs. Deuxième sens pour le mot organisation, c'est la méthode de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation en tant que méthode, en tant que façon, en tant que manière qu'on peut utiliser pour structurer un groupement humain. Le groupement humain, l'organisation lorsqu'elle est créée, c'est un groupement humain. Mais pour fonctionner et pour permettre à ce groupement humain, à cette entité, de réaliser ses objectifs, il faut un minimum de structuration. C'est structurer le groupement humain. Ça veut dire qu'il faut doter ce groupement humain d'une structure. Et c'est à travers cette structure qu'on peut espérer réaliser la finalité.
Mais finalement, ça veut dire quoi structurer le groupement humain? On a dit, c'est établir une structure. Établir une structure, il s'agit de décomposer horizontalement et verticalement à la fois les responsabilités et le travail. Pour simplifier, il s'agit d'une division de travail. La division de travail peut s'opérer horizontalement, c'est en termes de division des tâches, c'est la décomposition horizontale. La division de travail se fait aussi verticalement, et c'est une division des responsabilités, ou décomposition verticale, décomposition des responsabilités. Et c'est à travers cette décomposition verticale qu'on détermine le système de commande ou le système de commandement. Ça veut dire, à travers cette décomposition, on précise clairement qui commande qui. À travers la décomposition horizontale, on montre qui va faire quoi. C'est en termes de tâches. À travers la décomposition verticale, on établit la hiérarchie, le système de commande. Et je vous donne un exemple d'organigramme d'une structure. Vous voyez les fonctions production, marketing, finance, ressources humaines. C'est le fruit d'une décomposition horizontale. Qui va faire quoi? C'est en termes de tâches. C'est en termes d'opérations à réaliser. C'est en termes de la nature de travail à réaliser par l'entreprise. Et le travail global, en fait, le travail global ou le produit global demandé, que l'entreprise offre, le produit global, c'est le fruit de la collaboration, de la coordination et des interactions entre le travail de toutes ces fonctions. C'est la décomposition horizontale. Mais vous voyez aussi, il y a une relation verticale de la direction générale vers les départements. Et au sein de chaque département, de directeur de département vers les responsables de chaque service. Et de responsables de chaque service vers les chefs des sections, ça veut dire les chefs des équipes de travail. Et c'est ainsi qu'on parle d'une décomposition verticale, on précise les responsabilités. Et c'est suffisant pour structurer un groupement humain, une entreprise, un établissement, une association, l'État, un hôpital, etc., etc. Non, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de montrer à chacun la nature de sa tâche ou des tâches qu'il doit effectuer. Il ne s'agit pas seulement de montrer à chacun quels sont ses supérieurs. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que sans procédure, presque rien ne peut marcher. C'est pourquoi le deuxième élément très important pour structurer un groupement humain, à côté de la décomposition horizontale et verticale, c'est l'établissement des procédures. Et les procédures, une procédure, c'est un ensemble de règles. Il s'agit d'un ensemble de règles que les salariés, que tous les membres de l'organisation doivent respecter. Ces procédures sont établies par la direction générale, par le sommet hiérarchique. Et donc, des règles qui précisent les méthodes de fonctionnement, comment chaque service doit fonctionner, comment parfois même chaque salarié quelles sont les règles qu'il doit respecter. Voilà, je vous donne quelques exemples. L'heure d'arrivée au travail, procédure. Le retard parfois toléré. Il s'agit d'affaires de procédure. Quand est-ce qu'on va sortir ? Cela doit être précisé par les procédures. Est-ce qu'il y a des temps de repos ? Cela doit être précisé par les reports. En cas de défaut, de qualité, qu'est-ce qu'on doit faire ? À qui on doit s'adresser, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des procédures. Et c'est avec les bonnes procédures qu'on peut avoir un bon fonctionnement. Et un bon fonctionnement ne peut être réalisé aussi qu'à travers une structure. Et c'est pourquoi le mot organisation renferme beaucoup de significations, mais aussi de notions, mais aussi d'aspects très importants pour le bon fonctionnement de l'entreprise, l'organisation, etc., l'organisation de façon générale. Bien. Troisième sens possible de ce mot organisation. On a parlé déjà de deux sens. L'organisation en tant qu'entité, ça veut dire comme l'entreprise, est une organisation. L'organisation comme méthode, ça veut dire comme méthode de structuration. Et la structuration passe
par la division de travail, horizontalement et verticalement, et par l'établissement de procédures. Maintenant, le troisième sens du mot organisation. L'organisation est un processus qui engendre une organisation. Ça veut dire, je suis en train d'organiser, je fais de l'organisation. Je crée une organisation, je suis en train d'organiser, je fais de l'organisation. Je réorganise, ça veut dire j'intègre un certain nombre de changements dans l'organisation, il s'agit aussi de l'organisation. Donc organiser, c'est faire de l'organisation. Changer l'organisation, je suis en train d'organiser. Donc, dans certains cas, on peut parler de l'organisation, de changement d'organisation. Vous voyez donc les trois sens possibles. Les deux sens les plus utilisés sont le premier et le second. Maintenant, toujours dans cette introduction à ce module, c'est pourquoi l'organisation? Alors, pour répondre à cette question, on va essayer d'étudier les interrelations ou les relations qui existent entre l'organisation et le problème de l'action collective. On parle toujours de ce problème, que ce soit en management, que ce soit en matière de théorie d'organisation. C'est que on a besoin de l'organisation lorsque une activité, lorsque un travail, lorsque un produit ne peut être réalisé par un seul individu. Donc on a besoin d'une organisation. Ça veut dire la collaboration de plusieurs personnes, de plusieurs individus. Et c'est cette collaboration dans un cadre organisationnel précis qui permet de réaliser ce travail ou qui permet de fabriquer ce produit ou d'offrir ou proposer un service, etc. Donc, l'organisation, en fait, rassemble plusieurs personnes et que ces personnes doivent travailler ensemble pour réaliser une finalité, des buts et des objectifs. Mais à chaque fois où plusieurs personnes doivent travailler ensemble pour réaliser la même finalité, se pose le problème de l'action collective. L'action individuelle pose moins de problèmes. L'action collective pose presque toujours des problèmes. Problèmes de coordination, problèmes de collaboration, parfois problèmes de jalousie entre les salariés, problèmes de qualité, parce que lorsqu'il y a, par exemple, un problème de qualité, à qui on va affecter la responsabilité d'une mauvaise qualité? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Donc, il y a toujours ce problème de l'action collective. Donc, pourquoi étudier les théories d'organisation? Entre autres, parce qu'à travers l'organisation, on peut résoudre, en partie, en moins, on peut résoudre le problème de l'action collective. Donc, si quelqu'un vous dit, par exemple, à quoi sert l'organisation, à quoi servent toutes ces théories d'organisation? Vous allez dire, en moins. C'est pour résoudre un problème quotidien qui se vit chaque jour dans les entreprises et tout type d'organisation. C'est celui de la coordination de l'action collective. Et au niveau de cette coordination où il y a la majorité des problèmes, au niveau des entreprises, au niveau de toutes les organisations de toute nature. Donc, les théories d'organisation cherchent les structures et les méthodes générant la performance de l'action collective, comme je viens de vous dire. Et c'est une explication, à mon sens, déjà convaincante, en matière, pour nous montrer l'intérêt de ce qu'on est en train d'étudier. Donc, l'objet de cette discipline, théorie d'organisation. Il y a d'abord théorie au singulier, comme on peut trouver théorie au pluriel. Mais à mon sens, les théories au pluriel est beaucoup plus significative et beaucoup plus significative de contexte actuel en matière de développement de cette théorie d'organisation. Parce qu'il y a plusieurs théories d'organisation et parfois, entre ces théories, il n'y a pas pas encore en tout cas, ce point commun qui nous pousse à dire qu'il y a une théorie des organisations. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a encore plusieurs théories des organisations. Alors, l'objet de cette discipline, c'est mieux comprendre le phénomène organisation. C'est un phénomène. Organisation, on vit l'organisation. D'ailleurs, l'être humain d'aujourd'hui est entouré par des organisations. Donc, l'hôpital est une organisation.
On est dans un hôpital, dans une organisation. On va étudier dans une école, c'est une organisation. Des écoles, ce sont des organisations. On va étudier dans des écoles supérieures, des universités, ce sont des organisations. On va travailler dans des entreprises, ce sont encore on va travailler dans des administrations publiques. Il s'agit donc d'organisation. Donc il y a un phénomène organisationnel. On est entouré par ce monde d'organisation. Minimum, on doit comprendre ce phénomène, son fonctionnement, ses problèmes, comment améliorer ses performances, etc. Donc aussi, c'est l'objet de cette discipline. C'est rassembler dans un corps de doctrine unique les connaissances acquises sur un certain nombre de phénomènes. Voilà. Mais d'abord, doctrine. Ce mot doctrine peut avoir plusieurs significations. Mais en matière, disons, de théorie de façon globale, une doctrine peut être comprise comme étant un ensemble de notions qu'on suppose vraies. Et à travers ces notions, on entend donner des explications à un certain nombre de phénomènes, de situations, de problèmes. Lorsqu'il y a un certain nombre de notions, un certain nombre de méthodes, il y a un point commun, un fil conducteur entre ces notions, ces méthodes, etc., et qu'on arrive à trouver des explications, des significations, donner des significations, résoudre un certain nombre de problématiques, voilà, on parle de doctrine. On peut dire la doctrine classique. Ça veut dire un certain nombre de notions, de principes, de méthodes à travers lesquelles on cherche à donner des explications, par exemple, en matière d'organisation, à l'entreprise, au fonctionnement de l'organisation de façon globale. Donc, un corps de doctrine, ça veut dire un ensemble de notions, de principes, de méthodes, voilà, à travers lesquelles on cherche à comprendre et à expliquer le phénomène organisationnel. Sur quoi? Quelles sont les connaissances qu'on cherche à expliquer ou qu'on cherche à développer? Et quels sont les phénomènes qu'on cherche à comprendre? Et quels sont les problèmes qu'on cherche ou les problématiques qu'on cherche à résoudre ou à développer? Le fonctionnement des organisations. Parfois, pourquoi les organisations fonctionnent de certaines façons? Je vous donne un exemple. Pourquoi il y a de la bureaucratie dans l'administration publique? Donc ça concerne le fonctionnement des organisations. Et on peut trouver des explications à travers les théories d'organisation. On peut même développer des théories pour comprendre ces phénomènes. La manière dont il convient de diriger, les motivations des membres, ça veut dire les membres sont les salariés. Pourquoi certains salariés sont plus enthousiastes dans leur travail, pourquoi ils sont plus motivés que les autres, comment faire pour motiver les salariés, ce qui peut démotiver les salariés, etc., etc. Et tout ça en relation avec les performances des organisations, et donc avec leur bon fonctionnement, entre guillemets. Les processus qui régissent les communications, la manière dont les supérieurs prennent leurs décisions, est-ce qu'il y a la participation, est-ce qu'il y a la centralisation, la décentralisation, la déconcentration, la concentration, etc., etc., etc. Ce sont autant de phénomènes, autant de situations, autant parfois même de problèmes à laquelle on essaie de trouver des explications à travers des théories d'organisation. Commençons maintenant, après cette introduction, avec l'approche classique de l'organisation. Et là, je vous invite à ne pas confondre l'école classique en matière d'économie avec l'approche classique de l'organisation. Ce sont deux disciplines, certes complémentaires, mais deux disciplines différentes. Ici, on parle de l'école classique, de l'approche classique, mais de l'organisation. Mais avant de commencer, parfois on parle d'école classique, d'autres fois on parle d'approche classique. Est-ce qu'il y a une différence? Je peux vous dire, pas vraiment. Mais pourquoi quand est-ce qu'on utilise ce mot « approche » à la place d'école? Vous voyez, lorsqu'on dit « approche », on parle beaucoup plus on ne parle pas de l'auteur, ça veut dire, mais on parle beaucoup plus de la théorie. Entre plusieurs théories, où il y a des complémentarités, où les théories vont dans le même sens, vous voulez atteindre peut-être le même objectif, mais avec des méthodes qui sont plus ou moins différentes sous certains aspects. Mais le point d'arrivée est toujours le même. On parle d'approche. Qu'est-ce qu'une approche? C'est un ensemble de théories
qui veulent expliquer peut-être un phénomène, résoudre un problème, comprendre une situation, améliorer un fonctionnement, etc. Mais le point d'arrivée ou les méthodes utilisées sont presque les mêmes ou aboutissent au même résultat vers la fin, ou ayant la même conception de départ. On parle d'approche. Une approche une approche rassemble plusieurs théories. Maintenant, école, on peut dire l'école classique de l'organisation. Mais quelle est la différence? Lorsqu'on parle en termes d'école, on ne parle pas vraiment en termes de théorie, mais on parle en termes d'auteur. Ça veut dire l'auteur de la théorie. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'une école? C'est un ensemble d'auteurs, les auteurs qui sont derrière les théories, d'auteurs qui développent une certaine conception avec un certain nombre de principes qui sont complémentaires, qui ne sont pas loin les uns des autres, et où il y a de l'harmonie entre la façon de voir les choses, entre les méthodes que les auteurs vont développer. Et lorsqu'il y a tous ces points, on parle en termes d'école. Et dans une école, on trouve le précurseur, le premier ayant traité un phénomène d'une certaine façon, et il y a les disciples. Les disciples sont les suiveurs, ceux qui ont lu peut-être, et qui adhèrent à cette théorie, et qui critiquent peut-être cette théorie sous certains aspects, mais en tous les cas, elle essaie de développer la théorie sans vraiment la contredire. Elle forme une école. Et c'est pourquoi on trouve plusieurs écoles. Et dans chaque école, il y a plusieurs auteurs. Comme on peut trouver plusieurs approches. Et dans chaque approche, il y a plusieurs théories. C'est pourquoi dans l'approche classique de l'organisation, on va trouver une théorie de l'organisation scientifique de travail. La première, vraiment, on peut dire la première, sinon l'une des théories parmi les premières théories ayant essayé d'expliquer le phénomène organisationnel, ayant essayé de développer une organisation qui va aider les entreprises, c'était à l'époque de début du XXe siècle, aider les entreprises du début du XXe siècle à améliorer leur fonctionnement d'une façon, entre guillemets, scientifique. C'est pourquoi la théorie s'intitule Organisation scientifique de travail. Peut-être en même moment, mais l'OST c'était aux États-Unis, l'Organisation scientifique de travail c'était aux États-Unis, peut-être en même moment, on a vu le développement de l'organisation administrative de travail à travers un auteur, Fayol, c'était en Europe, c'était en France. Et peut-être en même moment aussi, il y a eu la théorie weberienne de la bureaucratie, une théorie de l'auteur Max Weber, mais on va essayer de développer, on va essayer de voir tout au long de ce chapitre que chaque théorie a un certain nombre de méthodes, chaque théorie développe un certain nombre de principes, mais finalement on aboutit vers la fin aux mêmes conclusions. Peut-être on a les mêmes présupposés, la même philosophie, et finalement, on obtient une approche classique de l'organisation et qui va être dépassée, par une autre approche qu'on appelle l'approche des relations humaines. Voilà. Pour l'instant, je vous dis, à la fin de cette introduction de ce cours, je vous dis merci. Et la séance prochaine, on va commencer par l'étude de cette approche classique de l'organisation. Merci.